Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Monde en 7 de ce samedi 7 mai 2022. Nous allons revenir sur les principaux sujets qui ont marqué l'actualité de la semaine et qui nous paraissent importants de refaire le débat là-dessus. On a retenu 3 sujets. Nous allons partir d'abord du côté des Émirats Arabes Unis avec cette affaire Dubaï Porta-Potty. On va s'interroger pour savoir pourquoi ce genre de phénomène. On parlera ensuite des relations entre le Mali et la France après que Bamako ait demandé la rupture des accords de défense. Peut-on dire que le divorce est consommé? Nous resterons toujours en seconde partie sur le Mali, mais cette fois dans ses relations avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Togo sollicité pour jouer les bons offices, ce que le pays a bien évidemment accepté. Pour faire ce débat avec moi, ce samedi, je reçois 2 invités, le député Beau-Soleil Obekou, président également de l'association Togo pour tous. Bonsoir, Beau-Soleil Obekou. Bonsoir Samuel, bonsoir mon frère Anani Soussou et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Bien, vous l'avez dit, Anani Sossou, analyste politique, est également avec nous. Bonsoir Anani Sossou. Bonsoir Samuel, Olora, bonsoir, ça fait plaisir de vous retrouver sur le plateau. Le plaisir est partagé. Merci à vous deux d'être nos invités. On commence donc avec cette affaire qui fait beaucoup de bruit sur la toile depuis quelques jours déjà. C'est une affaire baptisée Dubaï Porta-Potty. On va s'interroger pour savoir pourquoi. Pour ceux qui sont abonnés aux réseaux sociaux, notamment le compte TikTok, ils ont dû regarder la vidéo qui peut heurter la sensibilité de beaucoup de personnes. On ne va pas la diffuser ici, bien évidemment, mais on voit de jeunes dames aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, être victimes de, je ne sais pas s'il faut dire les choses telles qu'elles se sont passées. Anani Sossou, vous avez suivi, quelle a été la réaction? Ben, écoutez, ce phénomène, c'est un phénomène vraiment inhumain. C'est un phénomène dégradant. Tel en 5 ans, on arrive à se demander si un être humain peut agir de la sorte vis-à-vis d'un autre être humain. Même si la personne victime, si je pourrais m'exprimer ainsi, reçoit en contrepartie des présents ou bien de l'argent. Le phénomène, son origine, on le tire des réseaux sociaux en particulier. Parce que depuis l'avènement des réseaux sociaux, on a l'impression que, surtout sur notre continent africain, les gens ne savent pas l'utilité que peuvent donner les réseaux sociaux, en matière par exemple de développement d'un commerce, en matière de visibilité, en matière de marketing, en matière de communication. On a l'impression ici que les gens veulent se servir des réseaux sociaux pour en faire valoir d'abord, et puis ensuite pour se donner une image qu'ils n'ont pas. Les gens se donnent des images qu'ils n'ont pas, ou bien les gens voient ce que les autres font et veulent vivre comme eux, vivre au-dessus de leurs moyens. C'est ça qui amène à ce phénomène. Et puis on a remarqué que durant ces dernières années, s'est développé sur la toile le phénomène d'influenceurs, d'influenceuses, de coachs, de je ne sais quoi. Et généralement, quand vous voyez ces coachs-là, ils exhibent un certain luxe. Et évidemment, on se demande quel type d'affaires ils font, ces influenceurs ou bien ces influenceurs, quel type d'affaires ils font pour avoir autant d'argent, autant de biens pour exhiber ainsi sur la toile. Et cela évidemment conduit d'autres filles naïves à suivre. Et vous allez voir que sur la toile, il y a des gens qui donnent des conseils, soi-disant, pour devenir riches. Il y en a qui donnent des conseils matrimoniaux, etc., etc. Or, on se rend à l'évidence que tout ça, c'est du pipeau. C'est-à-dire que c'est du faire-valoir, alors qu'en réalité, ceux qui même donnent ces conseils-là ne sont pas en réalité ce qu'ils prétendent être. Et c'est ça qui est dommage. Dans le cadre, par exemple, de Dubaï Porta-Potty, on a vu ces dernières années nombre d'influenceurs et d'influenceuses prendre l'avion direction Dubaï. Et une fois à Dubaï, qu'est-ce qu'ils font? Les magasins de luxe, des tournées sur des yachts en pleine mer, dans le désert, et puis font des magasins pour s'acheter des voitures, des produits de marque, des habits de marque, des sacs de marque, etc.
Et à un moment donné, tout le monde se posait la question, mais comment est-ce qu'ils font, ces influenceurs? Comment est-ce qu'elles font, ces influenceuses, pour avoir autant d'argent et dépenser dans une ville qui est une ville de démesure, qui comme Dubaï. On sait que Dubaï, ce n'est pas une ville qui est donnée, la vie n'est pas donnée à tout le monde. Et la plupart de nos influenceurs, quand on les voit sur la toile, elles vendent soit des perruques, soit des produits cosmétiques, mais combien ça peut leur apporter mensuellement jusqu'à ce qu'ils s'offrent ce luxe. À chaque 3 mois ou bien à chaque 2 mois, elles voyagent pour s'offrir autant de luxe. Bon, le phénomène n'est pas nouveau. Le phénomène de convoyer des call-girls dans des pays du Golfe, ce n'est pas nouveau, mais ça ne se faisait pas de la sorte, aussi visiblement. Donc le mode opératoire est tellement bien ficelé, à telle enseigne que ces filles-là, qu'on dit influenceuses, etc., sont dénichées sur la toile à travers leur profil. Donc les proxénètes, ça c'est le mot qui est approprié à ça, les proxénètes les dénichent, et puis savent que, ben voilà, telle personne par exemple a envie de devenir quelque chose, a envie de vivre dans le luxe pour impressionner ses semblables ou bien pour devenir important sur la toile. Alors qu'est-ce qu'ils font, ces proxénètes? Ils rentrent dans leur messagerie, leur envoient des messages ou bien leur envoient des emails. Et à travers ces emails, on leur propose un voyage, tout frais compris, à partir de l'avion, classe affaires, classe business, hôtel de luxe, des tournées, etc. On leur propose ça et puis on leur fait un contrat là-dessus. Oui. Parce que tout est fait à base d'un contrat. On leur fait un contrat. Et sur le contrat, on leur dit non, ne vous inquiétez pas, vous allez venir, on prend tout en charge et puis voilà, on vous paie tant. On vous paie tant, on vous paie tant, mais parce que vous allez peut-être coucher avec un tel milliardaire et puis ça s'arrête là. Et puis la fille évidemment se dit ben non, écoutez, si ce n'est qu'une nuit, si ce n'est qu'une nuit ou bien si ce n'est qu'une semaine à passer avec un milliardaire et puis revenir avec 15-20 000 dollars, mais pourquoi pas? Mais c'est une fois que ces influenceuses arrivent sur Dubaï que là, ils découvrent la vraie nature même de ce qui est dans le contrat. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont là, il y en a à qui on bloque les passeports, on confisque les passeports, donc elles ne peuvent même plus bouger sans l'accord et sans la bénédiction du milliardaire en question, ou bien du proxénète, ou bien de la proxénète qui les a fait venir à Dubaï. Et c'est là où tout commence. D'abord, on les fait miroiter pas mal de choses. Vous êtes arrivé de l'aéroport, on vient vous chercher dans une voiture de luxe, et puis on vous loge dans un hôtel de luxe. Par exemple, le Dorcy Yao, que vous connaissez très bien, l'influenceuse entre guillemets ivoirienne, qui a dit que par exemple sa nuit, sa nuit d'hôtel a été payée à 1 500 000 francs. 500 000 francs CFA, vous imaginez? Donc 1 500 000 francs CFA, et bon, pour elle, elle dit que c'est un cadeau qu'un milliardaire lui a fait. Bon, on comprend. Donc imaginez quand vous prenez de l'aéroport, voiture de luxe, vous arrivez dans un hôtel, on paye, vous avez tout le luxe, avec du jacuzzi, etc. Et tout est à votre service. Et on vous paie 1 500 000 la nuit, évidemment. Vous avez les étoiles dans les yeux. Et une fois que vous avez les étoiles dans les yeux, on ne réfléchit plus. Et qu'est-ce qui se passe? Celui qui vient est venu vous chercher, ou bien le proxénète en question vient et puis il dit bon voilà, on va aller faire les magasins, et puis on va faire les magasins. Et une fois dans les magasins, vous achetez tout ce que vous voulez, les sacs, les chemises, tout ce que vous voulez, vous les achetez et vous revenez avec. Et c'est après qu'on vous a mis dans cette ambiance-là où vous dites waouh, mais enfin j'ai touché le jackpot. Puisque là, tout ce qui se passe est rose. Et c'est après que tout se passe, le danger vient. Maintenant, soit on vous amène en dehors de votre hôtel, dans une grande résidence, ou soit on vous amène en yacht, en mer, ou bien dans le désert. Et c'est là où vous vous retrouvez peut-être face, d'après les témoignages des filles, face à 4 hommes. Et voilà, on fait font de vous ce qu'ils veulent. D'accord. Tout ce que on va écouter aussi Beau Soleil sur le sujet. C'est bien que vous ayez présenté ce cadre-là parce que on comprend mieux dans quel contexte tout cela se passe. Mais moi, j'ai envie de savoir, c'est à qui la faute? C'est l'avidité de ces filles qui se livrent à cela, ou bien c'est l'inhumanité de ces richissimes Émiratis qui est en cause?
Oui, et Anani Sossou a bien présenté ce phénomène. Maintenant, à qui la faute? La faute est aux deux parties, ceux qui invitent les influenceuses, entre guillemets, et... Je ne sais pas pourquoi on les appelle influenceuses. Oui, Elles influencent qui finalement? Voilà, donc je comprends pas. c'est une expression qui est née des réseaux sociaux. Donc, moi, ce qu'il faut comprendre là-bas, c'est que, au niveau des réseaux sociaux, lorsque vous avez une page Facebook, une page au niveau des réseaux sociaux, les gens vous suivent. Lorsque les gens vous suivent, ils font des conseils, ils donnent des conseils, comme Anani Sossou l'a dit, et puis, finalement, on vous prend comme modèle. Donc, on vous prend comme modèle. Donc, et à tout moment, il faut quand même être à la page. Ouais. Il faut, et ce n'est pas donné. Donc, ça implique aussi des moyens financiers. Donc, finalement, les gens sont obligés de gagner de l'argent facilement. Donc, c'est le gain facile qui pousse, et je crois, ces victimes, on peut les appeler victimes parce qu'ils sont victimes des pratiques inhumaines et dégradantes. Et l'autre côté, à qui la faute, c'est à ceux-là qui croient qu'ils ont de l'argent. Ils en ont, oui. Et qui croient que l'argent peut tout faire. Et on ne sait pas quel intérêt ils ont à s'adonner à ces pratiques et à soumettre ces filles influenceuses, entre guillemets, à ces pratiques, uniquement parce qu'ils ont de l'argent et d'autres, de l'autre côté, eux, ils en ont besoin. Donc, au fait, moi, je le dis, ceux qui s'adonnent à ces pratiques, ceux qui tombent dans ces pièges, n'analysent pas profondément les offres qu'on leur fait. Au fait, et dans la vie, il faut se rendre à l'évidence que tout ce qui est beau, trop beau, n'est pas du tout, peut-être, je dirais, n'a pas d'intérêt, n'est pas rentable. On le dit souvent, là-dedans, on le dit, c'est trop beau pour être vrai. Ouais. Donc, d'abord, c'est une publicité, une mauvaise publicité pour le Dubaï, qui est un centre, une ville magique, sortie du désert, qui attire tous les touristes du monde entier. Et nous savons, et ceux qui vont à Dubaï et qui reviennent, et racontent comment cette ville est magnifique. Et avec ces gratte-ciel au niveau mondial, Dubaï est considéré comme une attraction touristique. Donc, au fait, et en dehors de ça, c'est un centre d'affaires, un pôle d'affaires où il y a des affaires qui se font là-bas, les riches, tous les grands hommes d'affaires, ils vont. Dubaï, quand on prononce le nom de Dubaï, on sait que par rapport aux affaires, c'est quand même crédible. Bon, maintenant, lorsque on assimile ou bien on colle cette image de porta-potty à cette ville, là, ça fait mal. Et puis, mais je le disais tantôt, tout ce qu'on fait miroiter à ceux-là qui tombent dans ce piège-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Anani Sossou l'a dit, ça ne date pas d'aujourd'hui. Même au niveau même du travail proprement dit, quand on parle même d'aide domestique, qui vont à Dubaï pour travailler, même les travail pour construire même les stades pour le mondial 2024. 2022, c'est cette année. Cette année. Donc, tout ce qui s'est fait, on a dénoncé des pratiques inhumaines, dégradantes sur les travailleurs. Donc, il faut savoir que dans ces pays du Golfe, où il y a de l'argent, il n'est pas toujours, même certains footballeurs même ont été victimes de ces affaires-là. Quand vous arrivez là-bas, on confisque vos passeports. Donc, à plus forte raison, lorsque on vous invite à venir passer quelques jours pour gagner de l'argent, il faut vraiment réfléchir qu'il y a peut-être un piège dans cette offre-là. Alors que, comme les gens sont aveuglés par l'argent, ils veulent gagner vite et beaucoup, donc ils tombent dans ces pièges. Au fait, la question est bien posée, à qui la faute? La faute est aux deux parties. Et il faut le dire, si on vous invite, moi j'ai écouté une dame qui est, elle fait partie des gens de télé-réalité, à qui on a envoyé l'offre jusqu'à $45 000. Mais elle a refusé.
je crois que c'est une Française, elle a refusé cette offre. Donc c'est pour dire que... 50 000 $ qu'on lui a proposé. Voilà. Et donc, 5 000 $ si elle envoyait ses photos, sa photo nue. Voilà. Donc elle a refusé carrément, alors que c'est de l'argent. Et par rapport à 15 000 $ et 20 000 $ que les autres reçoivent. Donc vous savez que... cette pratique, ça ne date pas d'aujourd'hui. Peut-être que c'est parce qu'il y a aussi des réseaux sociaux qu'on sait à savoir. Et il faut se demander aussi qui est-ce qui a envoyé ces vidéos et pourquoi. Donc, carrément, c'est pour dégrader, c'est dans le souci de dégrader ceux-là qui s'adonnent qui bénéficient de cet argent pour dire qu'en quelque sorte, vous n'allez pas peut-être bouffer notre argent pour rien. Il faut savoir que derrière, il y a un prix à payer. Il y a aussi un prix à payer. Donc voilà, donc, tout ce qu'il faut dire sur ça, c'est que c'est quand même déplorable et il faut condamner ça. Et ceux qui s'adonnent à ces pratiques, je ne crois pas même qu'on puisse les poursuivre. Au niveau des pays du Golfe, c'est très difficile de poursuivre des gens qui font de ces pratiques-là. Mais à notre niveau, ceux qui quittent l'Afrique surtout, les influenceuses entre guillemets, même des présentatrices de télé et même des miss qui tombent dans ces pièges-là. Et maintenant, c'est bienvenu entre guillemets, tout malheur est bon pour que les gens puissent ouvrir leurs yeux pour savoir qu'à Dubaï, ce n'est pas tout qui est rose, mais on a aussi... C'est l'envers du décor. Je sais que dans le contexte des événements liés par exemple à ce que subissent les domestiques, Beausoleil Obekou l'évoquait, il y a eu pleine sensibilisation pour ces filles qui avaient envie d'aller là-bas parce qu'elles pensaient que c'est la belle vie, mais finalement on a comme l'impression que ça n'a servi à rien, toutes ces sensibilisations. Il faut dire quand même que la première responsabilité, moi je l'impute d'abord à ces filles-là et à leurs parents. Pourquoi je dis ça? C'est l'avidité, la recherche du gain facile qui pousse nos sœurs à aller faire ces bêtises-là à Dubaï. Et ce qu'il y a, c'est que on pense que en allant à Dubaï, on va aller faire des trucs en cachette et puis on revient. C'est comme par exemple Lomé, où nos sœurs quittent Lomé pour aller à Cotonou pour se prostituer, revenir. Elles croient qu'elles le font en cachette, ou bien qui partent à Abidjan, ou bien des filles d'Abidjan qui viennent ici, etc. C'est le phénomène. Dubaï est aujourd'hui connu par rapport à ça, par rapport aux atrocités qui sont opérées. Mais il y a aussi ce phénomène entre Cotonou, Lomé, Abidjan, Accra, etc. Mais je parlais de la responsabilité même de nos sœurs. Parce que elles ont oublié ou bien on ne leur a pas inculqué ce que c'est que la valeur dignité, la valeur travail, la valeur honneur. Elles ne l'ont plus. Imaginez par exemple que moi, ma fille, qui ne travaille pas, ou bien qui est étudiante, qui ne travaille pas, qui ne fait rien de potable, mais qui vit dans un luxe à la pas possible. Ou bien ma fille qui revient, ou bien qui me dit qu'elle voyage à Dubaï. Mais ma première interrogation, c'est de dire, mais ma fille, tu vas aller faire quoi là-bas? Où est-ce que tu as trouvé l'argent? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas aller faire quoi? Ça, c'est la première responsabilité des parents. Vous allez voir que la plupart de ces filles, ce sont des jeunes filles, dans la vingtaine. Elles sont dans la vingtaine. Et elles sont encore sous le berceau des parents. Comment est-ce qu'un parent peut négliger sa responsabilité parentale jusqu'à laisser sa fille partir en voyage à Dubaï, revenir avec des présents, alors que sa fille ne travaille pas, alors qu'elle n'est pas née avec un plateau d'argent, une cuillère d'argent dans la bouche, etc. Et que le parent se tait là-dessus. C'est pas normal. C'est pas normal. On a vu ici que sur les réseaux sociaux, on circulait des listes où on parlait des Togolaises qui sont dedans. Et effectivement, quand on fouille bien, on va trouver des Togolaises. Et on parlait même des Togolaises qui sont encore mineurs, qui font cette pratique-là. C'est extrêmement dangereux. Donc, la responsabilité, elle est d'abord parentale. Les parents qui ont fui leur responsabilité, les parents qui ont négligé le rôle qui est le leur, dans l'éducation, surtout de la jeune fille. Vous voyez, la jeune fille, la femme, elle est le berceau de l'éducation dans le foyer. Elle est le tissu social qui tient la cohésion dans nos communautés. Mais quand les parents démissionnent, jusqu'à tel degré,
Comment imaginez-vous que ces filles qui s'adonnent à la prostitution, qui veulent le gain passif, qui ne veulent rien faire, ces filles, il faut le dire la vérité, elles ne veulent rien faire, mais elles veulent tout de suite. Elles veulent le luxe, mais elles ne veulent pas travailler, elles ne veulent pas retrousser les manches, elles ne veulent pas prendre des paniers sur leur tête pour aller faire du commerce. Elles ne veulent pas vendre au marché, elles ne veulent même pas faire du commerce, elles ne veulent même pas apprendre un métier, mais elles veulent de l'argent, tout de suite. C'est ça qui se passe. Le phénomène busy, comme on dit, où tu ouvres tes jambes, excusez-moi, on est sur un plateau, mais il faut dire la vérité, oui, pour que ça touche les tympans, pour que ça rentre dans les oreilles de nos jeunes filles. Comment est-ce qu'on peut parler des phénomènes de busy qui consiste à la fille à ouvrir ses jambes pour prendre de l'argent? Et si tu ne prends pas aujourd'hui chez Kofi, demain tu prendras chez Cordio, et après demain c'est chez Yao, etc. Comment est-ce qu'on peut mener une vie comme ça et dans le même temps, penser fonder un foyer plus tard et éduquer des enfants? Comment est-ce qu'une fille, une influenceuse, comment est-ce qu'elles peuvent éduquer leurs enfants demain si leurs enfants, par exemple, prennent ces chemins-là? Donc la responsabilité, elle est parentale et la responsabilité incombe aussi à ces filles-là qui ne veulent rien faire de leur vie. Et enfin, la responsabilité aussi, elle est au niveau, par exemple, de l'État. Et hier, je suivais quelqu'un sur un réseau social qui disait qu'en réalité, lorsque nos influenceuses qui sont très connues dans la société, qui ont par exemple plus de 5 millions d'abonnés, 2 millions, 3 millions, 5 millions d'abonnés, lorsque ces filles-là exhibent un certain nombre de vies, de luxe sur leur page, l'État doit savoir que ces influenceurs-là sont en train de travailler sur le cerveau d'autres jeunes filles qui sont dans le pays. Et que l'État doit dire, mais bon, d'accord, il faut qu'on fouille un peu pour savoir d'où ces gens-là, ces filles-là tirent leur argent. Quel commerce elles font? Parce qu'en réalité, on se rend à l'évidence que ce sont des gens qui ne travaillent pas, mais qui sont dans le luxe, qui ont de l'argent. Mais l'État a la responsabilité, par exemple, étant donné que elles sont très suivies, des millions de followers sur leur page. L'État a la responsabilité de les interroger sur la provenance de leur avoir, en dehors de la fiscalité qu'elles doivent payer, etc. Mais on doit savoir, parce que c'est un rôle social que ces gens-là jouent. Donc l'État a cette responsabilité. Donc dans ce cas précis, l'État aussi a démissionné. L'État doit les interroger pour leur dire non, vous ne travaillez pas, vous vivez dans un tel luxe, mais comment est-ce possible? D'où tirez-vous quel est votre fonds de commerce? L'État a cette responsabilité. Donc, les responsabilités sont partagées entre les filles, les parents, l'État. En ce qui concerne, par exemple, les Émiratis, rapidement, et celui qui a de l'argent, disons-le, veut faire des bêtises. Comme ça, il veut nourrir ses vices. Il veut nourrir ses vices et puis ses ambitions. Il dit, bon, voilà, moi j'ai vécu, j'ai de l'argent, je fais ceci, je fais cela. Quoi qu'on dise ici, eux, ils sont toujours là. Si ce n'est pas avec nos filles togolaises, feront avec d'autres filles. Si ce n'est pas avec des Africaines, elles le font déjà avec des Européennes, des Américaines, des Asiatiques, etc. Donc, moi, dire que c'est leur responsabilité, non, moi je ne trouve pas qu'ils ont une responsabilité. Tout ce qu'on peut trouver à leur reprocher, c'est l'inhumanité qui est en eux, qu'on peut leur reprocher. Mais leur donner une responsabilité, ils ont de l'argent, ils font ce qu'ils veulent avec leur vice. En même temps, ça pose aussi un autre problème. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont dans ces pays, les Émirats Arabes Unis, en tout cas des pays du Golfe, pour travailler. On a l'impression que finalement, quand ils y vont, il n'y a personne, il n'y a pas d'ambassade, il n'y a pas de consulat, il n'y a personne. Est-ce que nos États jouent correctement leur rôle? C'est vrai qu'on va dire qu'au départ, ces personnes n'ont pas signalé, mais in fine, si personne n'a qui crier secours, il y a aussi quelque chose qui ne va pas. Oui, au fait, dans ces pays du Golfe, ces problèmes-là qui s'opposent, et je crois, pas plus tard qu'il y a un an, l'Assemblée nationale a voté la loi sur les travailleurs migrants et leurs familles. Donc, ce qui fait que mais malheureusement, beaucoup de pays n'ont pas adhéré à cette convention-là. Donc, pour dire que l'État pense aussi au bien-être de ces enfants, des enfants togolais, des fils et filles du Togo qui vont à l'extérieur pour travailler. Donc, au niveau le problème au niveau de ces pays du Golfe, c'est qu'il n'y a pas de loi claire et de loi
qu'on puisse dire, qui contraignent, par exemple, les travailleurs, les employeurs à bien traiter ceux qu'ils emploient. Ce qui fait que, des fois même, bon, quand vous allez, ils arrivent, donc, au niveau, en dehors des influenceuses dont on parle, il y a des gens qui vont là-bas pour une ambition noble, celle de travailler, de gagner de l'argent et peut-être revenir au pays et reconstruire leur vie ici. Donc arriver là, c'est arriver sur place qu'il y a de ces problèmes-là. Mais au fait, moi je connais des Togolais qui sont à Dubaï depuis plus de 5-6 ans maintenant. La fois passée même, lorsqu'on a eu l'exposition mondiale, il y a des gens qui ont quitté ici pour aller au Togo, ils ont logé chez les Togolais qui travaillent là-bas. Et bon, ce qu'il y a, c'est que dans ces pays-là, même quand on travaille, ce qu'on gagne, on dépasse en même temps sur place. La vie est un peu chère. Très chère à Dubaï. Et en plus de ça, ceux qui font par exemple ils vont travailler par exemple l'aide domestique, ils vont par des réseaux bien ficelés et qui sont quand même en dehors des circuits normaux. Et maintenant, lorsqu'ils ont des problèmes, c'est quand ils ont des problèmes que peut-être ils crient au secours. Donc je peux dire que ça dépend. Ces pays-là n'ont pas de loi claire, de loi qui protège les employés à leur niveau. Et au niveau mondial, on n'arrive pas à agir sur ces pays-là pour qu'ils puissent... En plus, c'est des puissants, ils sont très riches. Donc, voilà, et ces problèmes des employés pour la construction des stades. Tout le monde entier a crié. Mais finalement, bon, qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat? Les gens sont toujours exploités. Donc, ce n'est pas une question seule de l'État, mais c'est un phénomène mondial où il faut agir pour ramener ces pays du Golfe-là, quoique riches, à respecter les règles, à respecter les lois, à respecter ceux des employés. Parce que c'est ces employés-là qui construisent aussi, qui font évoluer leur économie là-bas. Donc, on ne peut pas laisser ces employés-là à la merci des gens de mauvaise foi et des fois même que ce qu'on dit par rapport aux influenceurs, ça on l'observe aussi au niveau des domestiques. Certaines fois, des fois quand on raconte la vie des domestiques, par exemple, à qui on a confisqué les documents de voyage et qui subissent des pratiques inhumaines au niveau de leurs employés, surtout les hommes, tout ça, même les femmes. Donc, tout ça là, donc il faut que je peux dire qu'il faut faire des démarches au niveau mondial. On crie, mais à cause de l'argent de ces pays du Golfe, on n'arrive pas à agir pour avoir gain de cause. Alors, je voulais apporter une précision pour que ça soit un peu clair pour les gens. Parce que les pays du Golfe, les monarchies du Golfe, ce sont des pays qui sont très fermés. Très fermés dans ce sens où, pour y voyager, pour aller s'installer et travailler, on ne peut pas y aller sans avoir un parrain. Et le parrain doit être un ressortissant du pays d'accueil. Par exemple, vous voulez aller au Koweït, il faut trouver un Koweïti qui veut bien être votre parrain, qui vous prend en charge, pas vous prend en charge, mais qui répond de vous vis-à-vis de l'État. Si je donne l'exemple du Koweït, par exemple, qui répond de vous vis-à-vis de l'État koweïtien. Donc, si une fois que vous avez ce parrain qui accepte de répondre de vous, vous arrivez, tous vos documents de voyage sont confisqués, c'est lui qui l'a. Et une fois qu'il l'a, il a un droit de vie ou de mort sur vous. Et une fois que vous voulez partir, c'est lui qui décide de vous libérer pour partir, ou bien c'est lui qui refuse. Il dit non, moi, vous êtes mon parrain, etc. Je suis votre parrain, et puis voilà, vous êtes entré dans le pays, vous devez faire ceci, cela. Et l'objectif fixé n'est pas encore atteint. Même si vous avez dépassé l'objectif fixé. Donc, et quand même vous êtes brimé, quand même vous êtes déshonoré, quand même vous êtes châtié, vous subissez les vices inimaginables, vous ne pouvez même pas aller vous plaindre à la police. Et même s'il arrivait que vous trouviez un policier à qui vous vous plaignez, vous serez en tort. Puisque lorsqu'on va aller à la police, le parrain qui va venir, c'est le parrain d'abord qu'on va écouter, c'est lui qu'on va croire. Et imaginez, vous avez vos documents de travail chez le parrain. Et quand vous allez revenir à la maison, ce que vous allez subir après,
à qui vous allez vous plaindre encore? Donc ce sont des monarchies qui sont fermées, où aucune notion de droits humains n'est envisageable, aucune notion de plainte police n'est là. Ce n'est pas comme aujourd'hui, les gens quittent ici pour aller en Italie, ou bien en France, ou bien aux États-Unis, ou en Australie, et une fois là, une fois qu'ils sont dans le pays, quand il y a quelque chose, ils peuvent aller à la police se plaindre, la police va noter leur déclaration, etc. Dans ces monarchies-là, ça n'existe pas du tout. Comment est-ce que vous ne pouvez pas aller dans un pays, alors que ce sont des pays qui ont ratifié des chartes des Nations Unies sur la libre circulation des personnes et des biens, etc. Mais que, dans le même temps, vous ne pouvez pas entrer dans un pays s'il y a personne qui vous cautionne, qui soit ressortissant. Donc, le problème se pose déjà là-bas. En ce qui concerne nos consulats, nos consulats, ça existe que de nom. Ça n'existe que de nom. Parce qu'il y a tellement de plaintes. Il y avait une histoire qui, il y a 3-4 ans, avait choqué l'Afrique. Ça concernait une Ivoirienne qui est violée à la fois par le père, à la fois par le fils, à la fois par les oncles, qui est battue, qui est corvéable à merci. Et finalement, qui a voulu s'enfuir, on l'a attrapé. Ce sont les chiens qui ont couru après elle, qui l'ont attrapée. Mais il faut voir ce qu'elle a subi après. Et finalement, ça a suscité un tollé à telle enseigne que son pays a fait quelque chose pour qu'elle soit quand même rapatriée. Et puis, elle avait fait un témoignage qui était glaçant. Ouais. Donc nos ambassades sont là, ou bien nos consulats sont là, mais elles sont impuissantes face à ces monarchies qui sont fermées, qui sont des pays totalement fermés. Moi, ce que je conseille à nos sœurs et à nos frères, c'est de savoir par où chercher de l'argent. C'est par où trouver de l'argent. Si vous allez dans un pays pour trouver de l'argent, où vous n'êtes pas libre de même jouir des fruits de votre travail, où vous êtes comme des esclaves dans le travail, à quoi bon aller encore dans ces pays-là pour aller chercher de l'argent? Restez chez vous, retournez à la terre, simplement que d'aller souffrir de la sorte. Le pays, il n'y a aucun pays au monde qui est mieux que chez soi. Donc, imaginons et disons-nous dans la tête que ces histoires avec les monarchies du Golfe, ces histoires avec Dubaï et Porta-Potty, ce sont des trucs qui arrivent parce que nous-mêmes, nous ne voulons pas nous prendre en charge, nous ne voulons pas être responsables de nous-mêmes. Que chacun donc soit responsable de lui et surtout éviter de croire à tout ce que racontent ces prétendues influenceuses. Je ne sais pas trop ce qu'elles influencent. Le mot même est galvaudé. Influenceur, influenceuse. Par rapport à quoi? Je ne sais pas. Voilà. Moi, j'écoute, je vois les gens vociférer sur les réseaux sociaux, raconter leur vie, disent qu'ils sont des influenceurs. Bon, moi, en tout cas, je ne perdrai pas mes mégas à suivre ces histoires-là. Deuxième sujet, le Mali et la France, les relations entre les deux pays, on continue d'en parler. La rupture des accords de défense, c'est Bamako qui l'a demandé cette fois-ci. Paris a pesté. Le divorce est-il consommé entre les deux pays? En tout cas, on a écouté le ministre des Affaires étrangères de Bamako dire clairement que la France n'agit plus au Mali sur une base légale. On comprend donc que du côté de Bamako, Beau Soleil, Obékou, avec Paris, ce n'est plus le grand amour. Non, le divorce est consommé, ça il faut le dire clairement, parce que ce n'est pas l'entente d'antan, comme si je peux m'exprimer ainsi, parce que avant l'avènement de la junte actuelle au pouvoir, la France entretenait de bonnes relations avec le Mali. Et après le coup d'État, ces relations se sont dégradées au fur et à mesure qu'on évolue dans le temps. Et cette année, ça s'est empiré et le gouvernement actuel du Mali a demandé clairement le départ de la France, même sans délai avant. Et en février, la France a pris la résolution de quitter le Mali et sous 6 mois, dans un délai de 6 mois. Et je crois qu'ils ont commencé à partir de février. Donc on a 2 mois depuis que la France a pris la décision de quitter le Mali. Donc en réalité, dans 4 mois, 5 ou 5 mois tout au plus, la France, il n'y aura plus de militaires français engagés au Mali. Donc ça veut dire qu'entre le Mali et la France, les accords de défense, tout ça là, c'est caduc. Donc, mais ce qu'il faut, c'est que la France
demande parce que la logistique militaire, tout ça, là, au niveau de ça la prend France, du on peut temps pas pour être déplacé. l'enlever du Mali du jour au lendemain. Donc, il faut un temps pour que la France puisse quitter. Mais le principe est acquis et la France doit quitter. Et bon, tout ce qui se passe ces derniers moments où le Mali dénonce l'accord l'accord de défense entre l'UE et la France, et ça prouve qu'il n'y a plus de cette entente-là et que clairement, pour répondre à cette question, le divorce est consommé et on attend que le départ des forces françaises et même le départ des forces européennes. Donc le Mali ne veut plus de ces forces-là sur son territoire. La preuve est qu'il s'est engagé avec d'autres forces. La Russie. La Russie, avec la société Wagner. Ça, c'est les Européens qui le disent. Oui, mais la Russie même n'a pas démenti. Bon, maintenant, clairement que c'est à titre privé. C'est une société privée. C'est une force militaire privée avec qui le Mali est en contrat, que ça n'a rien à voir avec la Russie, l'État de Russie. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment la présence de ces forces-là sur le territoire malien. Et la France avait dit que si d'aventure ces forces-là, avant quand il y avait ces rumeurs-là, que la Russie, les forces armées russes devaient venir au Mali, la France a été claire que si Wagner vient au Mali, que elle autre allait partir. Donc la France est en train de partir. Je crois qu'il n'y a plus, en tout cas pour le moment, avec ce régime, il ne peut plus avoir... on ne peut plus recoller les morceaux. À moins que peut-être, s'il y a demain des élections et qu'un gouvernement démocratiquement élu s'installe, on peut voir si cette relation-là peut être ressoudée. Donc, pour le moment, disons-le clairement, ce qu'on observe sur le terrain, c'est qu'entre le Mali et la France, sur le plan militaire, c'est le divorce. Alors, le divorce, on sait que dans un couple, quand il y a divorce, c'est à la demande de quelqu'un. Dans le cas d'espèce, c'est vrai qu'on a vu l'attitude des deux. Il y a Paris qui a dit « je vais partir », Bamako a dit « tu vas partir ». Finalement, quand on analyse très bien, qui ne veut plus de l'autre? Je crois que c'est le Mali qui ne veut plus de la France. Puisque la France avait dit, si elle constatait la présence du groupe Wagner sur le territoire russe, elle plierait bagage. Elle a constaté pourquoi elle ne plie pas bagage. Mais le divorce, la rupture des accords militaires est venue d'un fait tout dernier. C'est l'incessante violation de l'espace aérien malien par l'armée française qui a causé ces problèmes. Pas moins de 50 fois déjà que les forces armées françaises violent le territoire, violent l'espace aérien malien, sans avertir les autorités maliennes. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Alors qu'il a été décidé clairement que le Mali, en tout cas, a été clair, que les forces françaises quittent le territoire, que Takuba s'en aille, etc. Au nom de quoi alors un État souverain comme le Mali, au nom de quoi vous voulez toujours vous imposer à eux, malgré le fait que les gens ont dit non, on ne veut plus, parce que depuis 2012 que vous êtes entré sur le territoire, l'objectif c'était de combattre le terrorisme, mais on a vu que le terrorisme a toujours été florissant, et qu'on a vu l'échec de l'armée française par rapport à cela. On a vu l'échec des forces européennes par rapport au combat contre le terrorisme. L'armée malienne a dit, bon d'accord, on a remarqué que nos partenaires n'arrivaient pas à nous aider à éviter le bain de sang. Les villages qui sont brûlés, les femmes qui sont éventrées. Mais finalement, le rôle régalien de l'État, c'est de protéger les populations. C'est de protéger l'intégrité du territoire. Mais une fois qu'on a remarqué que nos amis, nos partenaires qui veulent nous aider n'arrivent plus à satisfaire à ce besoin-là, il faut qu'on trouve d'autres partenaires qui puissent nous aider à évincer le terrorisme. Et c'est ce qui est clair. Je ne vois pas ce qu'il y a comme problème là-bas. Samuel, tu veux m'aider? Et je trouve que maintenant, malgré tes promesses, tu n'arrives pas à m'aider. Mais je vois que l'honorable Obekou, lui,
il dispose des moyens, est prêt à collaborer avec moi pour m'aider efficacement dans l'objectif que je veux atteindre. Qu'est-ce qui m'empêche de ne pas demander l'arrêt même si c'est un contrat qui nous dit, qu'est-ce qui m'empêche de demander l'annulation de ce contrat, étant donné que même dans ce contrat-là, il est dit que chaque partie peut demander l'annulation de ce contrat-là. C'est ça aussi qui est, c'est de ça aussi qu'il est question. Puisque dans les accords de défense, il était clairement stipulé que chaque partie peut demander l'annulation de ces accords-là. Et c'est ce que Bamako est en train de faire. Et en déant 6 mois, non, Bamako a pris la décision. Nous ne voulons plus de vous. Mais vous êtes là, vous faites des incursions aériennes sur notre territoire. On vous a averti. On vous a dit ceci. Mais vous persistez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, c'est parce qu'il y a des accords qui sont là que vous persistez à violer l'espace aérien. Bon, voilà, on va mettre un terme à ça. C'était aussi clair que ça. Donc, en ce qui concerne la France, qui déplore le fait que Bamako ait voulu rompre les accords, Macron a déjà été clair que nous n'allons plus vous aider. L'Union européenne a été claire que nous n'allons plus vous aider du moment où vous avez une autre force, en dehors de nos forces, sur le territoire. Donc ils ont été clairs là-dessus. Mais maintenant que cette force, elle est là, qu'est-ce qui vous empêche de partir? Deuxième chose, le Mali, quand même, c'est un État souverain. Le Mali a eu des assises nationales qui a regroupé l'ensemble des forces vives du pays. Et l'ensemble des forces vives du pays, on a fait des recommandations dans lesquelles on a dit que le Mali veut retrouver son autonomie, son indépendance et sa liberté d'action. En ce sens qu'on ne veut plus de forces extérieures que nous ne voulons pas. Et nous voulons renforcer les FAMA en les équipant, en les militarisant afin qu'ils luttent contre le terrorisme. C'était clair. Donc, une fois que la nation tout entière a pris cette décision-là, je ne vois pas en quoi un pays étranger, fût-il un ancien colonisateur, peut exiger et imposer à rester sur le territoire dont les populations ne veulent plus. C'était là le problème. Donc, la France aurait pu, par exemple, discuter d'égal à égal avec le Mali, ne pas avoir un ton condescendant, ne pas avoir un ton paternaliste pour imposer ses règles, pour dénigrer en permanence les dirigeants, les autorités maliennes, comme Florence Parly, ou bien comme Jean-Yves Le Drian, ou bien comme même le président français, M. Emmanuel Macron, le font chaque fois vis-à-vis des autorités. Ils auraient pu avoir un dialogue franc, d'égal à égal, d'État à État, qu'on ne serait même pas arrivé à cette solution. C'est le fait de dénigrer sans cesse, c'est le fait de rabaisser sans cesse les autorités maliennes. Et à travers les autorités maliennes, le peuple malien, c'est le fait de faire ça qui a vraiment révolté les Maliens. Et vous avez vu partout sur le territoire malien les manifestations anti-françaises. Vous les avez vues. Donc, si aujourd'hui l'État malien est arrivé à demander la rupture de ces accords-là, je crois que l'autorité malienne est en droit de le faire. D'accord. Et la France a obligation de respecter les accords qui sont signés, étant donné que chaque partie peut demander l'affaire de ce contrat. Alors, permettez qu'on puisse marquer la pause, le temps pour nous de suivre le journal qui va durer 10 minutes et on reviendra, puisque d'ailleurs le sujet qui va suivre aussi, c'est le Mali. Donc, continuez de parler de ce sujet.